Je ne veux pas de toi ici. Pars maintenant, ma belle. Pourquoi tu dis ça? Qu'est-ce qui se passe? La lumière du matin enveloppait Maple Street d'un éclat doux et doré, transformant les pelouses impeccablement tondues et les clôtures fraîchement repeintes en un tableau presque trop parfait pour être vrai. C'était le symbole même de la banlieue idéale. Et, au centre de ce décor soigneusement ordonné, vivait Zachary Anderson. Comme chaque jour de semaine, il franchit le seuil de sa grande maison coloniale à 7h15 précise, fidèle à sa routine minutieuse. C'était un homme taillé dans la routine et la discipline, un emblème vivant de la stabilité que le quartier chérissait. Son costume était impeccablement repassé. Sa chemise polo arborait le logo d'une œuvre caritative locale qu'il soutenait, et ses cheveux poivre et sel étaient taillés avec une précision militaire. Zachary, justement l'homme que je voulais voir, lança M. Henderson de l'autre côté de la rue, agitant un chéquier. La collecte de fonds pour le centre communautaire avance bien, mais nous avons besoin de votre touche magique pour le budget. Zachary offrit un sourire chaleureux et exercé, ses dents d'une blancheur éclatante. Thomas, n'en dites pas plus. J'ai déjà examiné les propositions. Je peux passer après le travail et nous réglerons cela. Nous ne pouvons pas priver les enfants de leur nouveau panier de basket. Sa voix était un baryton calme et rassurant, du genre à inspirer une confiance immédiate. Alors qu'il marchait vers sa sedan immaculée, Madame Gable soignait ses roses primées. Zachary, mon cher, gazouilla-t-elle. Merci encore d'avoir aidé mon petit-fils à obtenir ce stage. Vous êtes un don du ciel. Ce n'était rien, Éléonore. C'est un garçon brillant. Le cabinet a de la chance de l'avoir, répondit Zachary, s'arrêtant pour admirer sincèrement une fleur en particulier. La rose Pise est magnifique cette année. Un bon signe, ne pensez-vous pas? Il savait toujours quoi dire. C'était le Zachary que tout le monde connaissait, le voisin fiable, le philanthrope charitable, l'entraîneur sévère mais juste de la petite ligue qui ne criait jamais mais commandait un respect absolu de la part des enfants. Il était le pilier qui soutenait leur petit monde. À l'intérieur de cette même maison coloniale immaculée, l'air était différent. Il était immobile, lourd, épais d'un silence qui ressemblait à un souffle retenu. Karima se déplaçait dans la cuisine comme un fantôme, ses mouvements efficaces et silencieux. Elle rangeait les plats du petit-déjeuner que son mari et leurs 3 enfants venaient de terminer. Les enfants, 2 garçons et une fille, étaient calmes et ordonnés en se préparant pour l'école. Leurs mouvements étaient feutrés, leurs voix étouffées. Ils avaient appris très tôt que les bruits forts et le désordre déplaisaient à leur père. La porte de derrière claqua et les enfants tressaillirent à l'unisson. Ce n'était que le chien du voisin, mais le bruit avait été comme un coup de feu dans le silence tendu. La propre réaction de Karima était un chef-d'œuvre de terreur réprimée. Tout son corps eut un sursaut violent, et l'assiette en céramique qu'elle lavait lui glissa des mains savonneuses. Elle heurta le bord de l'évier en acier inoxydable avec un craquement sinistre, se fendant nettement en deux. Pendant 3 pleines secondes, elle resta figée, fixant les morceaux brisés comme s'ils étaient un présage de son propre destin. Son cœur battait contre ses côtes comme un oiseau pris au piège. Puis, bougeant avec une énergie frénétique et saccadée, elle ramassa les morceaux, ses yeux fuyants se dirigeant vers la fenêtre avant pour voir si la voiture de Zachary était toujours là. Elle enfonça les éclats au fond de la poubelle, les enfouissant profondément sous le marc de café et les coquilles d'œufs. Ses mains tremblaient. C'est alors que son plus jeune, Liam, 8 ans, entra dans la cuisine pour prendre sa boîte à goûter. Ses yeux, grands et trop vieux pour son visage, passèrent de l'expression paniquée de sa mère à la poubelle. Il comprit. Il comprenait toujours. « Maman, chuchota-t-il, sa voix petite. Ton bras. » Karima baissa les yeux. Le mouvement soudain et brusque avait fait remonter la manche longue de son chemisier couleur crème sur son avant-bras. Là, contre la peau pâle, se trouvait une constellation de bleu violacé et jaunâtre marquée, nette et indéniable, formant la forme claire et brutale d'un pouce et de 4 doigts. C'était la trace parfaite d'une emprise, une poigne de pure fureur datant de 3 nuits plus tôt, lorsque le dîner avait été, selon les mots de Zachary, inacceptablement fade. Une vague de terreur glacée la submergea. Elle tira violemment sa manche vers le bas, son mouvement vif d'une hâte exercée, tirant la manchette sur son poignet si loin qu'elle couvrait presque ses jointures. Elle força un sourire sur son visage, une chose fragile et cassante qui n'atteignait pas ses yeux.
Ce n'est rien, mon chéri. Juste un bête bleu à cause de la porte de l'armoire. Je suis si maladroite ce matin, gazouilla-t-elle, sa voix d'un ton trop aigu, le timbre douloureusement joyeux et faux. Elle lissa ses cheveux, son toucher doux, un contraste saisissant avec la violence gravée sur sa propre peau. Maintenant, vas-y. Tu ne veux pas rater le bus. Passe une bonne journée à l'école. Elle embrassa son front et il se pencha dans ce contact pendant une seconde fugace, une communion silencieuse de leurs secrets partagés, avant de se retourner et de s'éloigner. Ses petites épaules portant déjà un poids qu'elle n'aurait jamais dû connaître. Karima se retourna vers l'évier, son sourire forcé s'évaporant instantanément. Elle agrippa l'acier inoxydable froid, ses jointures blanchissant, et fixa par la fenêtre la rue ensoleillée. Elle vit Monsieur Henderson rire en discutant avec un autre voisin, chantant sans doute les louanges de Zacharie. Elle vit le monde qui ne voyait que le pantalon chino repassé et les œuvres caritatives, la poignée de main ferme et le sourire fiable. Son propre reflet dans la vitre était une chose pâle et hantée. Ses yeux, de la même nuance de vert que Zacharie avait un jour qualifié de captivants, gardaient maintenant une peur profonde et sourde juste sous la surface. C'était un bourdonnement constant de terreur qui ne la quittait jamais, un réflexe de tressaillir aux portes qui claquent, une habitude de calculer chaque mot avant qu'il ne quitte ses lèvres, une science pour se déplacer dans sa propre maison sans faire de bruit. Le sourire qu'elle présentait au monde était un masque soigneusement construit, une armure qu'elle enfilait chaque matin pour se protéger, elle et ses enfants, du regard qui briserait leur existence fragile. Ils étaient piégés dans une belle prison silencieuse, dont les barreaux étaient le respect inébranlable de la communauté pour l'homme de famille discipliné et respectable qui détenait la clé de leur enfer. L'air dans la maison des Anderson, pour le 9e anniversaire d'Aïcha, était épais de l'odeur du sucre, de la vanille et d'une joie spécifiquement factice que Zara travaillait sans relâche à cultiver. Des ballons aux nuances de rose et de violet étaient attachés aux chaises, et une banderole proclamant « Joyeux anniversaire » pendait de travers mais joyeuse au-dessus de la cheminée. C'était le domaine de Zara, la création d'un monde parfait, chaleureux et nourricier entre les 4 murs d'une maison qui ressemblait souvent à une cage dorée. Son amour était le moteur qui maintenait la façade, un carburant farouche et désespéré qui alimentait les rires et cachait les ombres. Au centre de tout cela se trouvait Aïcha. À 9 ans, elle était assez grande pour comprendre les courants complexes de sa maison, mais assez jeune pour en être encore meurtrie. C'était une enfant qui portait un poids silencieux, ses yeux observateurs manquant peu de choses. Elle avait hérité de la résilience de sa mère, une qualité forgée non dans le feu, mais dans le gel constant et glaçant de la désapprobation de son père. Cette résilience la rendait réfléchie et protectrice envers ses jeunes frères et sœurs, mais elle laissait aussi une lassitude permanente dans ses petites épaules, une légère vouture, comme si elle se préparait perpétuellement à un impact. Les 3 sœurs étaient une cascade d'énergie juvénile. Binta, 7 ans, était tout mouvement débridé et déclaration bruyante, tournoyant dans sa nouvelle robe sans aucun souci. Kioma, 5 ans, suivait ses sœurs comme une ombre joyeuse, ses rires résonnant dans les pièces. Eliam, le prince de 3 ans de la maisonnée, trottinait partout, choyé par tout le monde, ses sœurs, sa mère, et surtout son père. Zacharie le saisissait avec un rire franc et tonitruant, un son si différent du ton qu'il utilisait avec les filles qu'il créait 2 atmosphères distinctes dans la même pièce. Zara se déplaçait dans le chaos comme un chef d'orchestre, son sourire une étoile fixe et brillante. Aïcha, fais un vœu, ma chérie, l'encouragea-t-elle, sa voix chaude tandis qu'elle apportait le magnifique gâteau acheté en boutique, ses 9 bougies vacillantes. Le visage d'Aïcha fut un instant illuminé d'émerveillement sans défense. Elle se pencha en avant, les yeux fermés, abritant un espoir secret, et souffla toutes les bougies d'un souffle déterminé. La pièce explosa en acclamations de la part de ses frères et sœurs. C'est à cet instant précis de triomphe enfantin pur que la porte d'entrée cliqueta. Le changement fut instantané et glaçant. Zacharie entra, rentré du travail plus tôt que prévu. Il emplissait l'embrasure, pas seulement par sa présence physique, mais par une aura d'autorité inflexible. Son sourire était en place, celui pour l'extérieur, mais il n'atteignait pas vraiment les yeux qui balayaient la pièce, faisant l'inventaire du désordre, du bruit, du chaos. « Papa !» hurla Binta en se précipitant vers lui. Mais Aïcha ne se précipita pas. La lumière joyeuse dans ses yeux s'éteignit comme si un interrupteur avait été actionné. Le simple son de la porte,
le changement de pression dans l'air, suffirent. Son corps, un instant plus tôt détendu dans la félicité de l'anniversaire, se raidit alors que la voix de Zacharie tonna. « Eh bien, regardez-moi cette fête. On dirait un troupeau d'éléphants ici. » Son ton était censé être jovial, mais il y avait une pointe en dessous. Aïcha tressaillit. C'était un mouvement petit, presque imperceptible pour qui ne le cherchait pas. Un léger recul réflexe de sa tête et de ses épaules, une inspiration soudaine retenue dans sa poitrine. C'était la réponse conditionnée d'un animal nerveux qui a appris à associer une voix élevée à une tempête à venir. Sa lassitude, habituellement un bourdonnement de fond, devint un bouclier palpable. Son sourire devint une réplique fragile et prudente de celui de sa mère. Une performance pour un public d'une seule personne. Zacharie entra, laissant tomber sa mallette près de la porte avec un bruit sourd qui fit immobiliser les mains de Zara sur le coupe-gâteau. Il tapota la tête de Binta, pinça le menton de Kioma et fit balancer Liam, ravi, dans les airs. Puis son regard se posa sur Aïcha, la reine de la fête. « Et comment va la princesse d'anniversaire » demanda-t-il, sa voix adoptant un ton qui était en quelque sorte plus intimidant par sa tentative de douceur. Les yeux d'Aïcha papillonnèrent vers sa mère, cherchant une encre. Zara fit un petit signe de tête, presque imperceptible, son propre sourire crispé au coin. « Je vais bien, papa. »« Merci pour le gâteau, » dit Aïcha, sa voix un monotone poli et répété. C'était la chose à dire, la chose sûre. Zacharie hocha la tête, son approbation un soulagement palpable qui balaya la pièce. Il ne la toucha pas, mais son ombre sembla tomber sur elle malgré tout. Le reste de la fête continua. Les rires des plus jeunes enfants reprirent, mais la qualité de la joie avait changé. Elle était maintenant soigneusement modérée, son volume contrôlé. Aïcha, l'invitée d'honneur, s'assit un peu plus droite, mangea son gâteau avec des manières précises et observa son père. Chacun de ses mouvements était un calcul silencieux conçu pour éviter d'être remarqué, pour éviter les critiques, pour simplement traverser le reste de sa journée spéciale sans qu'un nuage ne s'abatte. La résilience était là dans la façon dont elle tenait encore la tête haute. Mais la lassitude l'avait emportée, s'installant au plus profond de ses os, un témoignage silencieux du prix de la paix dans la maison de son père. Le dernier bruit de l'anniversaire était parti. La maison était silencieuse maintenant, à part le tintement des assiettes que Zara nettoyait dans la cuisine. Son corps était fatigué, mais son cœur était heureux. La fête avait été réussie. Aïcha avait eu son vrai sourire. À l'étage, la lumière du couloir était tamisée. Karima entra dans la chambre d'Aïcha. Elle était déjà en pyjama, blottie sous la couverture rose. La chambre sentait encore le gâteau et les ballons. « Il est l'heure de dormir, ma reine de l'anniversaire », dit Karima, sa voix basse. Il s'assit au bord de son lit. Il fit ce qu'il faisait toujours. Il remonta la couverture jusqu'à son menton. Il tapota sa tête, mais ensuite sa main se déplaça vers son épaule. C'était différent. Sa main ne s'éloigna pas. Elle resta là. Ses doigts pressaient sa peau à travers le haut de pyjama fin. Il se mit à lui masser l'épaule en faisant des cercles lents. Ce n'était pas une tape gentille de bonne nuit. C'était un contact long, qui s'attardait. Aïcha resta parfaitement immobile. Son esprit était confus. Cela semblait étrange. Injuste. Un petit nœud de peur se resserra dans son estomac. Elle n'aimait pas ça. Mais c'était son père. Les pères sont censés vous aimer. Peut-être que c'était une nouvelle sorte d'amour, un truc spécial pour l'anniversaire. Elle ne savait pas quoi faire, alors elle ne fit rien. Elle fixa les étoiles phosphorescentes sur son plafond et essaya de faire comme si elle était ailleurs. Après ce qui sembla un temps très long, il retira finalement sa main. « Bonne nuit, ma fille spéciale », chuchota-t-il. Puis il se leva et partit, refermant la porte derrière lui, laissant Aïcha dans le noir avec un sentiment nouveau et lourd qu'elle ne savait pas nommer. Le sentiment d'heureux anniversaire était parti. Il avait été volé par un contact qui avait duré trop longtemps. Quelques nuits après son anniversaire, Aïcha se brossait les dents lorsque son père apparut dans l'embrasure de la salle de bain. Il emplissait l'espace, bloquant la lumière du couloir. « Aïcha, » dit-il, sa voix douce. « Viens dans ma chambre quand tu auras fini. Nous devons avoir une discussion. » Un œuf froid se resserra dans l'estomac d'Aïcha.
Une discussion signifiait généralement qu'elle avait fait quelque chose de mal. Elle finit vite, son cœur battant un peu plus vite, et marcha lentement jusqu'à la chambre de ses parents. Sa mère était encore en bas, à nettoyer. Karima était assis au bord du lit. Il tapa l'espace à côté de lui. « Assieds-toi. N'aie pas peur. » Elle s'assit, son petit corps rigide d'inquiétude. « Tu as 9 ans maintenant, » commença-t-il, son ton sérieux comme celui d'un professeur. « Tu n'es plus une petite fille. Tu deviens une jeune femme. » Aïcha regarda simplement ses mains posées sur ses genoux. « Et quand une fille devient une femme, » continua-t-il, « il y a des choses qu'elle doit apprendre, des choses spéciales sur son corps, sur comment être avec un homme. C'est le travail le plus important d'un père d'enseigner ces choses à sa fille. » C'était confus. Aïcha fronça les sourcils. « Maman le sait. » Karima secoua la tête, un sourire triste et connaisseur sur son visage. « C'est juste entre un père et sa fille. C'est privé. C'est notre moment spécial. Tous les bons pères font ça pour leurs filles quand elles sont assez grandes. C'est comme ça que tu apprendras à être une bonne épouse un jour. C'est comme ça que tu apprends à être aimée. » Les mots tourbillonnaient dans la tête d'Aïcha. Et tous les pères, moment spécial, comment être aimé. Cela semblait important. Cela semblait être censé arriver, mais le sentiment dans son estomac était toujours froid et noué. « Je sais que cela peut sembler un peu étrange au début, » dit-il, sa voix tombant à un chuchotement. « Mais c'est parce que c'est une sorte d'amour secret. Une sorte puissante. Tu es ma fille spéciale, Aïcha. Et c'est notre secret. Si tu le dis à qui que ce soit, même à maman, ils ne comprendront pas. Ils pourraient se mettre en colère et t'emmener loin de moi. Loin de ta famille. Tu ne veux pas ça, n'est-ce pas ?» La menace était enveloppée de mots doux, mais Aïcha la sentit. La peur de briser sa famille était plus grande que la peur confuse qu'elle ressentait maintenant. Elle regarda le visage de son père. Il avait l'air si sûr, si certain. C'était un homme respecté. Tout le monde le disait. Il devait dire la vérité. Ses propres sentiments semblaient petits et stupides à côté de sa grande explication importante. Alors lentement, elle hocha la tête. Ce n'était pas un hochement heureux. C'était un hochement lourd. C'était le hochement d'un enfant qui abandonne sa propre vérité parce que la version adulte de la réalité est trop puissante pour la combattre. « D'accord, » chuchota-t-elle, le mot quittant à peine ses lèvres. Elle le permit parce qu'il était un père et qu'il disait que c'était de l'amour. Elle le permit parce qu'elle avait 9 ans et qu'il l'avait convaincue que ce terrible sentiment d'effondrement était juste ce que l'on ressentait en grandissant. Le changement chez Aïcha ne se produisit pas du jour au lendemain. Ce fut un lent et silencieux effacement, comme une fleur brillante se fanant dans un coin ombragé du jardin. La fillette de 9 ans vibrante et observatrice qui avait soufflé ses bougies d'anniversaire commença à se retirer, tirant un voile entre elle et le monde. Cela commença avec le rituel du coucher. La simple joie enfantine d'être bordée avait disparu. Un soir, alors que Karima se dirigeait vers sa chambre avec cette démarche familière et décidée, Aïcha, pour la première fois, se recroquevilla. Elle s'agrippa au chambranle de la porte du salon, ses petites jointures blanches. « Maman, est-ce que tu peux me border ce soir ?» chuchota-t-elle, sa voix ténue et craintive. Zara, qui essuyait le plan de travail de la cuisine, leva les yeux, surprise. « Mais papa te borde toujours, ma chérie. » Les yeux d'Aïcha, grands et suppliants, allèrent de Karima à sa mère. « S'il te plaît. » Karima s'arrêta. Son visage, pendant une fraction de seconde, fut un masque de déplaisir froid. Puis il se lissa en une expression d'amusement paternel fin. Il laissa échapper un petit rire de dédain. « Qu'est-ce que c'est que ça? Tu es déjà trop grande pour ton vieux papa. » Il secoua la tête, un ton de blessure feinte dans la voix. « Bien, bien. Vas-y avec ta mère. Tu verras si ça m'intéresse. » Il se détourna, mais le rejet était une arme. Il laissa Aïcha à la fois coupable de son rejet et terrifiée de sa réaction. Zara, s'essuyant les mains sur un torchon, s'approcha et dégagea doucement les doigts d'Aïcha du chambranle. « D'accord, ma chérie. Je vais te border ce soir. » Mais même avec sa mère, le rituel était différent. Aïcha ne voulait pas d'histoire. Elle voulait juste la lumière éteinte et la porte fermée.
Elle se blottissait en boule serrée sous les couvertures, son corps rigide, écoutant les bruits de la maison, ses oreilles tendues pour le son des pas de son père passant devant sa porte, son cœur ne se calmant que lorsqu'elle entendait la porte de la chambre principale se refermer. Puis les nuits mouillées commencèrent. Cela faisait des années qu'Aïcha n'avait pas eu d'accident. La première fois que cela arriva, elle se réveilla dans la honte froide et moite, des larmes d'humiliation se mêlant à la sueur sur ses tempes. Elle retira elle-même les draps, son petit corps luttant avec le tissu lourd et humide, et les fourra dans le panier à linge, espérant que personne ne remarquerait. Zara remarqua. Elle trouva le pyjama taché caché sous une pile de serviettes. Sa première réaction fut un souci pratique. « Aïcha, ma chérie, tu ne te sens pas bien? Tu as bu trop d'eau avant de te coucher ?» demanda-t-elle, lui touchant le front. Aïcha secoua simplement la tête, les yeux baissés, une rougeur chaude de honte sur ses joues. Elle ne pouvait expliquer les cauchemars qui en étaient la cause. Des terreurs vagues, informes, de contacts qui s'attardent et de secrets chuchotés dans le noir. Les mots étaient piégés en elle, enfermés par l'avertissement de son père. Il pourrait se mettre en colère et t'emmener. L'attention de Zara, cependant, était une chose fracturée, constamment attirée et brisée par la campagne de dégradation croissante de Karima. Ses abus envers elle n'étaient plus seulement une question de contrôle. C'était un effort délibéré pour l'écraser, pour la faire se sentir petite et sans valeur. Un soir, alors que Zara servait le dîner, il poussa ostensiblement la nourriture dans son assiette. « C'est fade, Zara. Est-ce que tu goûtes même la nourriture que tu cuisines? Ou ton esprit est-il devenu aussi terne que ta vie ?» Les enfants mangèrent en silence, les yeux sur leurs assiettes. Les épaules de Zara s'affaissèrent, mais elle ne dit rien. Plus tard, alors qu'elle aidait Liam pour son bain, Karima se tenait dans l'embrasure de la porte, la regardant d'un œil critique. « Tu sais, commença-t-il, sa voix trompeusement désinvolte. Si tu m'avais donné un deuxième fils au lieu de 3 filles, peut-être que cette maison n'aurait pas l'air si émotionnellement chaotique. Tout ce drame féminin. C'est épuisant. » Les mots étaient une fléchette empoisonnée précise, visant son point le plus vulnérable. Son amour pour ses enfants. Zara tressaillit comme si elle avait été frappée. Elle regarda son fils, éclaboussant joyeusement dans la baignoire, inconscient du venin dans l'air. Elle voyait le favoritisme chaque jour. C'était un spectacle que Karima semblait apprécier. Quelques jours plus tard, il rentra avec une grande boîte brillamment emballée. « Liam, viens voir ce que papa t'a acheté, » tonna-t-il. Liam accourut, son visage illuminé d'excitation. Il déchira l'emballage pour révéler une voiture télécommandée élaborée et coûteuse, du genre dont les autres enfants de la rue ne pouvaient que rêver. La joie du petit garçon était contagieuse, mais elle mettait en lumière le silence frappant qui suivait pour les filles. Binta, toujours la plus hardie, s'exclama. « Papa, qu'est-ce que tu nous as acheté, à nous ?» Karima ne la regarda même pas. Il était sur le sol, montrant à Liam comment utiliser la télécommande. « Vous les filles, vous en avez assez, » dit-il, son ton définitif. « Vous avez vos poupées. Ceci est pour mon garçon. Les hommes ont besoin de comprendre la technologie. » Aïcha observait depuis l'escalier, les bras serrés autour de ses genoux. Elle vit la blessure briller dans les yeux de Binta avant que sa sœur ne s'éloigne en trombe. Elle vit la lèvre inférieure de Kioma trembler. Elle vit sa mère debout dans l'embrasure de la cuisine, son visage, un mélange douloureux d'amour pour son fils et de fureur face à l'injustice envers ses filles. Mais Zara ne dit rien. Elle était trop fatiguée, trop abattue par une journée de petites coupures et d'insultes similaires. Et ainsi, le secret d'Aïcha s'envenima dans ce sol toxique. Son retrait, ses nuits mouillées, c'étaient des cris à l'aide dans une langue que personne ne pouvait comprendre. Zara voyait les symptômes, mais sa vision était brouillée par sa propre douleur et la demande constante de protéger tous ses enfants des bords les plus tranchants de leur père. Elle essayait d'éteindre une douzaine de petits feux à la fois, complètement inconsciente qu'un incendie silencieux et dévastateur consumait sa fille aînée de l'intérieur. La maison, avec sa façade soignée, devenait un cœur d'agonie inavouée. Le poids était devenu trop lourd à porter seul. Pendant des semaines, cela avait siégé dans la petite poitrine d'Aïcha, une pierre froide et dure d'effroi qui rendait la respiration difficile, le repas difficile, le sommeil difficile sans la honte des draps mouillés. Les leçons spéciales dans la chambre de son père avaient continué.
chacune la laissant plus confuse, plus souillée et plus déconnectée de la petite fille qu'elle était autrefois. Elle regardait sa mère se déplacer dans la maison, une présence chaleureuse constante au milieu des tensions croissantes, et un espoir fragile commença à naître en elle. Maman va comprendre. Maman va faire arrêter cela. L'occasion se présenta un mardi après-midi pluvieux. Karima était au travail, et la maison était remplie du bourdonnement calme et sûr de la vie domestique. Binta et Kioma construisaient un fort dans le salon, leur rire résonnant comme des clochettes. Liam faisait la sieste. Zara était dans la cuisine, pétrissant la pâte à pain, les mains couvertes de farine, une légère transpiration sur son front. C'était une scène de normalité, et Aïcha, serrant l'oreille déchiquetée de son lapin en peluche préféré, savait que c'était une chance. Elle planait dans l'embrasure de la porte, regardant sa mère travailler. Les mouvements de Zara étaient rythmés, exercés, mais ses épaules étaient tendues d'une lassitude qui ne semblait jamais la quitter. « Maman !» La voix d'Aïcha était un petit fil de son ténu. Zara leva les yeux, forçant un sourire chaleureux sur son visage fatigué. « Oui, mon amour. Qu'est-ce qu'il y a ?» Aïcha entra dans la cuisine, le linoléum froid sous ses pieds nus. Elle s'arrêta à quelques mètres, incapable de croiser le regard de sa mère, se concentrant à la place sur la fine poussière de farine sur le sol. « Est-ce que je peux te parler ?» chuchota-t-elle. « Bien sûr, tu peux toujours me parler, » dit Zara, ses mains continuant à travailler la pâte. « Tout va bien ? Tu as fait encore un mauvais rêve. » Aïcha secoua la tête. Les mots étaient là, un nœud effrayant et emmêlé dans sa gorge. Elle les avait répétés dans sa tête, mais maintenant ils semblaient maladroits et dangereux. Elle prit une respiration tremblante. « C'est papa », parvint-elle à dire. Les mains de Zara s'immobilisèrent un instant. Une lueur d'anxiété traversa son visage. « Qu'est-ce qu'il y a avec papa ? Il a encore été fâché contre toi. » Un autre hochement de tête. La prise d'Aïcha sur le lapin en peluche se resserra. Elle força les mots à sortir, chacun ressemblant à un éclat de verre. « Il me touche. » L'aveu resta suspendu dans l'air. Le corps de Zara devint très immobile. Le seul son était le bruit doux de la pâte qu'on retournait. « Il te touche ?» répéta-t-elle, sa voix soigneusement neutre. Aïcha hocha la tête, les yeux toujours fixés sur le sol. « La nuit, quand il me met au lit, il me touche d'une façon bizarre. » Le mot « bizarre » était la clé. Dans le vocabulaire d'un enfant, c'était un mot inutile, polyvalent. Cela pouvait signifier étrange, particulier, curieux, ou drôle. C'était un mot totalement incapable de transmettre la fausseté spécifique et glaçante des mains qui s'attardent de son père, des leçons secrètes, de la sensation de sa peau qu'il a démangé longtemps après qu'il avait quitté la pièce. L'esprit de Zara, conditionné par des années de manipulation de Karima et son propre besoin désespéré de maintenir une paix fragile, ne sauta pas à la conclusion la plus sombre. Il sauta à la plus commode. Il s'accrocha à l'image d'un père chatouillant sa fille en jouant, de la même manière qu'il le faisait parfois avec Liam, provoquant des cris de rire. Elle voyait la personnalité publique de Karima, le père respecté, le pilier de la communauté. L'idée que cet homme puisse être capable de ce que les mots maladroits d'Aïcha pourraient impliquer était trop monstrueuse, trop cataclysmique à envisager. Pour l'envisager, cela aurait été admettre que toute sa vie, tout son mariage, était un mensonge construit sur une fondation de mal. Alors son cerveau la protégea. Il minimisa. Il interpréta mal. Elle laissa échapper un soupir doux, légèrement soulagé, et reprit le pétrissage de la pâte. « Oh, Aïcha !» dit-elle, sa voix prenant un ton apaisant et négateur. « C'est juste la manière de papa. Il t'aime beaucoup. Il est juste en train de jouer. C'est parce qu'il t'aime. » Les mots, censés réconforter, furent comme un clou enfoncé dans le cœur d'Aïcha. C'est parce qu'il t'aime. La pierre d'effroi dans sa poitrine se transforma en plomb. L'espoir fragile qu'elle portait se brisa en un million de morceaux silencieux. Sa mère, son dernier refuge, n'avait pas compris. On lui avait donné la vérité, et elle lui avait rendu un joli mensonge emballé. À cet instant, Aïcha apprit la leçon la plus dévastatrice de sa jeune vie. Elle était vraiment seule avec ce secret. Il n'y avait personne qui pouvait ou voulait l'aider. Elle ne pleura pas. Elle ne discuta pas.
La lumière dans ses yeux, la dernière lueur de l'enfant qui croyait que ses parents pouvaient tout réparer, s'éteignit complètement. D'accord, maman, chuchota-t-elle, sa voix plate et vide. Elle se retourna et sortit lentement de la cuisine, laissant sa mère à sa fabrication de pain, le fantôme de sa confession se dissolvant dans l'air chaud et poussiéreux de farine. La communication ratée était complète. C'était un tournant critique qui claqua la porte de l'aide et enferma Aïcha plus profondément dans son enfer privé et silencieux, rendu maintenant infiniment pire par la certitude écrasante que personne ne viendrait la sauver. La fille pâlissante et silencieuse devint un fantôme dans la maison. La lumière dans les yeux d'Aïcha, qui avait autrefois été si brillante et observatrice, était maintenant complètement partie. C'était comme si une bougie avait été soufflée, ne laissant que de la fumée froide et sombre. À l'école, son institutrice remarqua là où les cahiers d'Aïcha étaient autrefois remplis d'une écriture soignée et de dessins colorés, ils étaient maintenant en désordre, ou pire, vierges. Ses notes, qui avaient toujours été bonnes, commencèrent à chuter. Elle ne levait pas la main. Elle regardait par la fenêtre, perdue dans un monde de ses propres pensées terribles. L'institutrice envoya un mot à la maison, mais ce n'était qu'un autre morceau de papier pour Zara parmi une montagne d'autres soucis. À la maison, Aïcha était comme un ressort bandé. Elle était autrefois si patiente avec ses petites sœurs, Binta et Kioma. Maintenant, si Binta prenait un de ses crayons ou si Kioma la bousculait par accident, Aïcha explosait. Sa colère était soudaine et tranchante, comme une gifle. « Laisse-moi tranquille », criait-elle, sa voix cassante. « Éloignez-vous de moi. » Les petites filles la regardaient, blessées et confuses. Elles ne comprenaient pas pourquoi leur grande sœur, qui leur racontait autrefois des histoires, les regardait maintenant avec une telle irritation et distance. Pendant tout ce temps, le secret dans l'obscurité continuait. Les leçons spéciales avec son père ne s'arrêtèrent pas. En fait, elles empirèrent. Ce qui avait commencé par un contact qui s'attardait devint plus. Cela devint plus envahissant, plus confus, plus terrifiant. Ensuite, Karim la serrait toujours contre lui et chuchotait à son oreille. Sa voix n'était plus douce et prétendant être aimante. Elle était basse et menaçante. « C'est notre secret spécial », sifflait-il, sa poigne sur son bras serré. « Tu ne peux jamais le dire à personne. Tu comprends ? Si tu le dis, maman sera tellement en colère. Elle sera tellement dégoûtée de toi qu'elle fera ses valises et partira, et elle emmènera tes sœurs et Liam avec elle. Tu seras toute seule. Ce sera de ta faute. Tu veux être toute seule, Aïcha. » La menace était un poison qui fonctionnait parfaitement. Aïcha aimait sa mère plus que tout. L'idée d'être la raison de l'éclatement de sa famille était un cauchemar plus grand que celui qu'elle vivait déjà. Alors elle enferma le secret profondément en elle. Et la serrure de cette porte était faite de peur et de honte. Pendant qu'Aïcha se noyait dans son monde secret, Ara se noyait en plein jour. Elle vivait dans un état d'anxiété constante et élevée. Chaque instant était passé à essayer de gérer la colère de Karima. Le café était-il assez chaud? La maison était-elle assez propre? Liam faisait-il trop de bruit? Elle marchait sur des œufs, ses propres nerfs à vif et douloureux. Et en plus de tout cela, elle devait gérer la détresse étrange et croissante d'Aïcha. Les nuits mouillées continuèrent. La colère continua. La tristesse était un nuage qui suivait sa fille partout. Zara se sentait tirée dans 100 directions, essayant d'éteindre de petits feux partout. Mais le plus grand feu, celui qui consumait sa fille, lui était caché. Puis vint le jour où tout devint clair. C'était un samedi après-midi. La maison était tendue. Karima avait été de mauvaise humeur toute la matinée. Zara rangeait, son corps fonctionnant en pilotage automatique, son esprit un tourbillon de soucis. Alors qu'elle passait devant la salle de bain, elle entendit le bruit de la douche qui coulait. C'était étrange. Aïcha s'était déjà douchée ce matin-là. Elle s'arrêta près de la porte, légèrement entr'ouverte. Elle ne voulait pas regarder, mais un mouvement attira son regard. Elle jeta un coup d'œil à l'intérieur. Aïcha était debout sous la douche, toujours en pyjama. L'eau ruisselait sur elle, trempant ses vêtements et ses cheveux, mais elle ne se lavait pas. Elle frottait. Sa petite main tenait une éponge abrasive verte, et elle la frottait encore et encore et encore sur la peau de son bras. Sa peau était rouge vif, irritée. À certains endroits, elle était à vif et commençait à saigner, et elle pleurait.
Pas des sanglots bruyants et dramatiques, mais des larmes silencieuses et sans espoir qui coulaient sur son visage, se mélangeant à l'eau de la douche. La douleur brute dans les yeux de sa fille était indéniable. C'était une douleur si profonde et si ancienne, elle n'avait pas sa place sur le visage d'un enfant. En cet instant figé, toute une vie de pièces de puzzle s'assembla brutalement dans l'esprit de Zara. Papa me touche d'une façon bizarre la nuit. Aïcha tressaillissant au son de sa voix. Aïcha ne voulant pas qu'il la mette au lit. Les nuits mouillées, les notes en chute libre, la colère, la peur dans ses yeux chaque fois que Karima était près. Le malentendu de ce jour dans la cuisine lui remonta à la gorge comme de la bile. Elle avait dit à sa fille souffrante et suppliante, que le contact était « parce qu'il t'aime ». La réalisation la frappa avec la force d'un coup physique. Ce n'était pas des chatouilles joueuses. Cela ne l'avait jamais été. L'horreur, froide et absolue, la submergea. Elle fut immédiatement suivie d'une vague de culpabilité si puissante qu'elle en fut étourdie. Elle avait échoué. Elle avait échoué envers son enfant de la manière la plus basique et terrible dont une mère peut échouer. Et puis la culpabilité fut brûlée par une rage pure et brûlante. C'était une rage qu'elle n'avait jamais ressentie de sa vie. C'était un feu qui brûlait toute sa peur, toute sa lassitude, toutes ces années de souffrance silencieuse. Elle resta là, figée dans l'embrasure de la porte, regardant sa fille essayer de frotter la sensation du contact de son père. Son corps était rigide, ses mains serrées en poing sur ses côtés. La femme gentille, lasse et brisée qu'elle était un instant plus tôt, avait disparu. À sa place se tenait une mère, une protectrice qui venait de voir le véritable ennemi. Et c'était l'homme qu'elle appelait son mari. La maison était enfin silencieuse. Les enfants dormaient. Le seul son était le ronronnement du réfrigérateur et les battements frénétiques du propre cœur de Zara. L'image d'Aïcha sous la douche, frottant sa peau à vif, était brûlée au dos de ses paupières. La rage silencieuse et bouillonnante qui avait pris racine dans sa poitrine ne s'était pas refroidie. Elle avait durci en une résolution froide et tranchante comme le diamant. Elle trouva Karima dans son bureau, assis dans son grand fauteuil en cuir, examinant des papiers. Il ressemblait à l'image de l'homme respectable et travailleur. Le spectacle lui retourna l'estomac. Elle ne frappa pas. Elle entra et ferma doucement la porte derrière elle. Elle se tint devant son bureau, les bras croisés, son corps tremblant non pas de peur, mais de l'effort de contenir sa fureur. « Nous devons parler », dit-elle, sa voix basse et ferme, un contraste saisissant avec la tempête en elle. Karima leva les yeux, son expression légèrement agacée. « Ça ne peut pas attendre. Je suis occupée. »« Non, ça ne peut pas attendre. » Les yeux de Zara se verrouillèrent sur les siens. « C'est au sujet d'Aïcha. » Il soupira, posant son stylo comme pour gérer une corvée fastidieuse. Qu'est-ce qu'elle a encore? Ses notes, son attitude. Tu dois gérer ça, Zara. C'est ton travail. Je l'ai vue ce soir, continua Zara, sa voix tombant à un chuchotement mortel. Sous la douche. Elle essayait de se frotter la peau de son bras. Elle pleurait. Le visage de Karima resta un masque d'indifférence. Alors, les enfants ont des humeurs. Elle est trop dramatique, comme sa mère. C'est là que Zara laissa tomber la lame. Elle m'a dit il y a des mois que tu la touches d'une façon bizarre la nuit. Je ne comprenais pas alors. Je comprends maintenant. Pendant une fraction de seconde, une lueur de quelque chose, alarme, calcul, traversa ses yeux, mais elle disparut instantanément, remplacée par une performance d'incrédulité dégoûtée. Il laissa échapper un petit rire méprisant. « Et qu'est-ce que tu viens de dire ?» demanda-t-il, sa voix dangereusement douce. « Tu m'as entendu, Karima. Tu fais du mal à notre fille. » Il se leva lentement de son fauteuil, posant ses poings sur le bureau, son corps dominant au-dessus d'elle. Mais Zara ne tressaillit pas. Elle tint bon. « Est-ce que tu as perdu la raison ?» siffla-t-il, sa voix dégoulinant de venin. « Es-tu vraiment en train de te tenir là, dans ma maison, et de m'accuser de quoi exactement? Quelle chose immonde ton esprit malade imagine-t-il » Il commença à arpenter lentement autour du bureau, la cernant. « Je travaille toute la journée pour offrir cette vie à toi, à tous. Et voilà les remerciements que je reçois. Cette hystérie. » « Ce n'est pas de l'hystérie, dit Zara, sa voix tremblante d'émotion.
J'ai vu la douleur dans les yeux de ma fille. Je vois les bleus que tu laisses sur moi. Je sais ce que tu es. Tu ne sais rien, cracha Théil, s'arrêtant directement devant elle. Tu es une femme paranoïaque et folle. Tu cherches un monstre parce que ta propre vie est si vide et pathétique. Tu es un échec en tant qu'épouse et maintenant tu prouves que tu es un échec en tant que mère. Chaque mot était une balle conçue pour blesser et briser. C'était son arme, le gaslighting, la faire douter de sa propre réalité, de sa propre santé mentale. C'est toi qui détruis cette famille avec ces accusations infâmes, continua-t-il, son visage près du sien. C'est toi qui empoisonnes l'esprit de notre fille contre moi. Puis vint la menace. Celle qu'il savait la paralyserait. Il se pencha si près qu'elle pouvait sentir son souffle sur son visage. Si tu répètes jamais cette folie à qui que ce soit, je te détruirai, chuchota Théil, les mots froids et précis. Je te retirerai tes enfants. J'irai en justice et je leur dirai que tu es une femme instable et délirante. J'ai l'argent. J'ai la réputation. Qui penses-tu qu'ils croiront? L'homme d'affaires respecté ou la femme au foyer hystérique qui voit des monstres dans le noir? Tu ne reverras plus jamais Aïcha, ou Binta, ou Kioma, ou Liam. Ils seront à moi et tu ne seras rien. Tu me comprends. Pendant des années, cette menace, la menace de perdre ses enfants, avait été sa prison. C'était la chaîne qui la maintenait soumise, qui la maintenait silencieuse à travers chaque insulte, chaque acte de contrôle. Mais ce soir, alors qu'il prononçait ces mots, quelque chose en Zara se brisa enfin. Mais ce n'était pas son esprit qui se brisa. C'était la peur. La chaîne se rompit. Elle le regarda, cet homme qui l'avait dominé et diminué pendant si longtemps, et elle ne vit pas un géant puissant, mais un tyran cruel et pathétique. Il menaçait de lui prendre ses enfants pour couvrir son propre mal. L'injustice monstrueuse de cela brûla les derniers restes de terreur, ne laissant qu'une certitude claire et froide. Il avait fait la pire erreur possible. Il lui avait montré qu'il n'y avait pas de profondeur où il ne sombrerait pas, et ce faisant, il l'avait libéré. Il n'y avait plus de choix. Il n'y avait qu'une mission. Un calme étrange s'abattit sur elle. Les tremblements cessèrent. Elle le regarda droit dans les yeux, son regard stable et inébranlable. « Je te comprends parfaitement, » dit-elle, sa voix calme mais ferme, dépourvue de toute émotion. Sans un mot de plus, elle se retourna et sortit du bureau, le laissant là. Elle ne claqua pas la porte. Elle la ferma avec un clic doux et définitif. En cet instant, Zara, la victime, avait disparu. La planificatrice, la protectrice, la vengeresse avait pris sa place. La guerre avait commencé, et elle ne se reposerait pas tant que ses enfants ne seraient pas en sécurité. Le changement chez Aïcha fut lent au début, puis terrifiantement rapide. L'état constant d'anxiété et d'effroi dans lequel elle vivait lui avait déjà volé son enfance, mais maintenant cela commença à lui voler sa santé. Elle avait 12 ans, mais elle se déplaçait dans la maison comme une vieille femme, son corps lourd d'une fatigue que le sommeil ne pouvait apaiser. Cela commença par des nausées. Elle poussait son petit déjeuner dans son assiette, le visage pâle. L'odeur de la nourriture que Zara cuisinait, autrefois si réconfortante, lui retournait maintenant l'estomac. Elle passait de longues minutes dans la salle de bain le matin, à avoir des hauts le cœur sec au-dessus des toilettes. Zara, dont les nerfs étaient tendus à l'extrême depuis sa confrontation avec Karima, remarqua immédiatement. Son esprit, s'accrochant encore à des fils de normalité, chercha des explications logiques. C'est probablement un virus intestinal, ma chérie, dit-elle, pressant un gant de toilette frais sur le front d'Aïcha. Il y en a un qui circule à l'école. Mais le virus ne disparut pas. La fatigue s'aggrava. Aïcha rentrait de l'école et s'effondrait sur son lit, dormant tout l'après-midi et jusqu'au soir. Des cernes sombres comme des bleus s'installèrent de façon permanente sous ses yeux. Puis un soir, alors qu'elle pliait du linge, Zara fit une remarque en passant. « Tu vas devoir racheter des protections bientôt, ma chérie. Tes règles doivent être dues, non ?» Les mains d'Aïcha s'immobilisèrent sur une serviette. Elle ne leva pas les yeux. « C'est en retard, » murmura-t-elle. « En retard? De combien ?» Aïcha haussa simplement les épaules, un geste d'un désespoir si profond et las qu'il envoya un premier filet froid de peur le long de la colonne vertébrale de Zara. « Le stress peut faire ça, » se dit-elle fermement. Dieu sait que l'enfant en avait assez.
C'était le stress. Ça devait être le stress. Mais le filet de peur devint une rivière lorsqu'une semaine plus tard, les règles d'Aïcha n'étaient toujours pas venues. Les nausées étaient pires. La fatigue était absolue. L'esprit de Zara, l'esprit qui avait été conditionné pour ignorer la pire vérité possible, commença à lui crier dessus. Les pièces du puzzle qu'elle avait essayé si dur de ne pas assembler s'emboîtaient avec un son définitif et terrible. Elle prit rendez-vous chez le médecin, disant à Karima que c'était pour une grippe persistante. Sa voix était calme, mais ses mains étaient glacées. Le cabinet du médecin était lumineux et propre. Les murs décorés d'affiches joyeuses sur la nutrition et l'exercice. La normalité de cela ressemblait à une cruelle plaisanterie. La pédiatre, le docteur Amina, était une femme gentille et efficace. Elle interrogea Aïcha sur ses symptômes. Nausées, fatigue, règles en retard. Zara regarda l'expression amicale et professionnelle du docteur Amina devenir plus concentrée, plus sérieuse. Elle vit les yeux du médecin passer du corps enfantin d'Aïcha à son propre visage tendu. Étant donné les symptômes, nous devrions faire un test urinaire juste pour éliminer certaines possibilités, dit le docteur Amina, son ton soigneusement neutre. C'est la procédure standard. Zara hocha la tête, sa gorge trop serrée pour parler. Juste pour éliminer. Les mots résonnèrent dans sa tête. Aïcha, silencieuse et renfermée, fit ce qu'on lui disait. On les conduisit dans une petite salle de consultation privée pour attendre. Les minutes s'étirèrent en une éternité. Zara tenait la main d'Aïcha. Elle était molle et froide. Elles ne parlèrent pas. Il n'y avait rien à dire. L'air dans la pièce était épais d'une terreur non dite. Quand le docteur Amina revint, elle tenait un tableau. Son visage avait changé. Le masque professionnel avait disparu, remplacé par une préoccupation grave et douloureuse. Elle ferma doucement la porte et s'assit en face d'elle. Les résultats du test sont là, commença-t-elle, sa voix douce mais ferme. Elle regarda directement Zara, puis Aïcha, ses yeux remplis d'une connaissance terrible. Aïcha, le test de grossesse. Il est positif. Le mot resta suspendu dans l'air. Enceinte. Pendant un moment, il n'y eut aucun son du tout. C'était comme si le monde avait été scellé sous vide dans le silence. Zara sentit l'air quitter ses poumons en une seule expiration silencieuse. Elle ne haleta pas. Elle ne cria pas. C'était comme si le mot l'avait physiquement frappée, brisant sa réalité en un million de morceaux tranchants et coupants. Elle regarda sa fille. Le visage d'Aïcha était un masque vide de choc. Elle fixait un point sur le mur, les yeux grands et vides, comme si son âme s'était retirée dans un endroit où cette information ne pouvait l'atteindre. Puis les questions commencèrent. La voix du docteur Amina était douce, mais chaque mot était un coup de marteau. Aïcha, je dois que tu comprennes que tu n'es pas en difficulté. Mais je dois te poser des questions très importantes. Y a-t-il un garçon à l'école, un ami? Quelqu'un t'a-t-il touché? Les questions, si cliniques et nécessaires, semblaient des accusations dans la pièce silencieuse et horrifiée. C'étaient des questions qu'une mère ne devrait jamais entendre poser à son enfant de 12 ans. Le monde de Zara ne se brisa pas à cet instant. Il se dissolva. Le dernier de son déni, son espoir désespéré d'une explication différente, s'évapora. L'image de Karima, la menace dans ses yeux, le souvenir d'Aïcha frottant sa peau, tout cela se coalesça en une seule vérité insupportable. Son mari n'avait pas seulement abusé de leur fille. Il l'avait mise enceinte. L'horreur était si complète, si absolue que c'était une douleur physique. C'était une lame brûlante de culpabilité, de rage, et d'un chagrin si profond qu'il n'avait aucun son. Elle avait échoué. Elle avait échoué de façon catastrophique, et son enfant brisé et belle portait maintenant la preuve monstrueuse ultime de cet échec. Le monde se brisa, et à travers les fissures, Zara ne pouvait voir que l'abîme. Les murs soigneusement construits du monde de Karima tremblèrent au moment où Zara, sa voix dépouillée de toute émotion, lui annonça la nouvelle. Sa réaction ne fut pas l'horreur ou le remords, mais un calcul froid et rapide. Le prédateur était acculé, et ses instincts étaient la survie et le contrôle. « Tu ne parleras de cela à personne », ordonna-t-il à Zara, sa voix basse et dangereuse. « C'est une affaire de famille. Nous la réglerons à l'intérieur de cette maison. » Le lendemain, il appela l'école d'Aïcha.
D'une voix dégoulinante d'inquiétude paternelle, il les informa que sa fille souffrait d'une maladie grave, prolongée et contagieuse, un mensonge sophistiqué impliquant un système immunitaire affaibli, et qu'elle serait retirée de l'école pour être scolarisée à domicile indéfiniment. Il était une figure respectée. Ils ne posèrent pas de questions difficiles. L'isolement de la famille devint absolu. Les courses étaient livrées. Les rideaux étaient tirés. Les amis qui appelaient étaient poliment mais fermement éconduits avec la même histoire de santé fragile d'Aïcha. La maison d'Elm Street, autrefois symbole de réussite suburbaine, devint une forteresse de secrets, ses cris silencieux. Zara et les enfants étaient des prisonniers, et Karima était à la fois leur geôlier et la menace rôdant dans les couloirs. Au fil des mois, le corps d'Aïcha changea d'une manière à la fois terrifiante et grotesquement déplacée sur son petit corps de 12 ans. Elle portait des sweats à capuche ample pour cacher le gonflement, un rappel constant et visible de la violation qu'elle subissait. La famille se déplaçait autour d'elle comme des fantômes. Binta et Kioma, confuses et effrayées, Liam, inconscient, et Zara, une marmite bouillonnante de rage et d'impuissance, attendant son moment. Karima ne montra jamais une once de culpabilité. Au lieu de cela, il traitait la grossesse comme un inconvénient personnel, un problème à gérer. Il téléchargea des brochures médicales et surveilla le régime d'Aïcha avec un détachement froid et clinique, comme si elle était une jument de reproduction dont il avait la responsabilité. Cette perversion des soins était plus glaçante qu'une violence ouverte. Il jouait le rôle du père dévoué, tout en étant l'architecte du cauchemar. Le travail commença en pleine nuit, des douleurs vives et crampantes qui arrachèrent Aïcha d'un sommeil agité. Un petit gémissement terrifié suffit à faire accourir Zara dans sa chambre. « C'est l'heure », chuchota Zara, son cœur battant la chamade. « Nous devons aller à l'hôpital maintenant. » Mais Karima était déjà dans l'embrasure de la porte, ayant entendu le remue-ménage. Il jeta un coup d'œil au visage pâle et en sueur d'Aïcha et secoua la tête. « Pas d'hôpitaux. »« Tu es folle », siffla Zara, sa voix tremblant de fureur et de peur. « C'est un enfant. Elle a besoin d'un médecin. »« Les hôpitaux posent des questions », déclara-t-il, sa voix immuable comme la pierre. « Ils impliquent la police, les travailleurs sociaux. Ils l'emmèneront. Ils vous emmèneront tous. Nous faisons cela ici. Tu risquerais sa vie pour sauver ta propre peau. » La question de Zara était une chose blessée et brute. « Je protège cette famille », rétorqua-t-il, ses yeux luisants dans la faible lumière. « Et tu vas m'aider. » Ce qui suivit fut une descente dans un enfer privé. La chambre d'amis fut transformée en une sinistre salle d'accouchement. Karima, armée de ses recherches internet, devint une parodie monstrueuse de sage-femme. Il aboyait des ordres à Zara, qui se déplaçait dans un état de choc obéissant, chacun de ses instincts hurlant de se rebeller. Mais la menace de sa violence et la terreur de ce qui arriverait si elle échouait la maintenaient enfermée dans le cauchemar. Le travail d'Aïcha fut long et traumatisant. Son petit corps n'était pas prêt pour l'agonie de l'accouchement. Ses cris, d'abord des gémissements, escaladèrent en des hurlements gutturaux et bruts qui résonnaient à travers la maison silencieuse. Elle serrait la main de sa mère, ses ongles creusant des demi-lunes dans la paume de Zara, ses yeux grands ouverts d'une douleur qui était plus que physique. Karima se déplaçait autour du lit avec une efficacité glaçante et concentrée. Il chronométrait les contractions, vérifiait la dilatation avec un toucher brutal et clinique qui faisait crier Aïcha d'une nouvelle manière, et instruisait Ara sur la façon de la soutenir. Il n'était pas une présence réconfortante. Il était un superviseur surveillant une procédure illicite et dangereuse. Après des heures de tourments épuisants et sans médicaments, le bébé arriva. Une petite fille pleurant, née dans une pièce épaisse de peur et de péché. Il n'y eut pas de joie, pas de larmes de bonheur, seulement un silence lourd et suffocant alors que Zara nettoyait le nourrisson et le posait sur la poitrine d'Aïcha. Aïcha tourna la tête, des larmes de honte et d'épuisement ruisselant sur ses tempes. Elle ne pouvait pas regarder l'enfant. Karima regarda le bébé, son expression indéchiffrable. Il ne le toucha pas. Il avait assuré que le secret était gardé, la preuve livrée. Son travail était terminé. En cet instant, alors que le nouveau-né pleurait et que sa fille gisait brisée et traumatisée, l'impuissance de Zara se cristallisa enfin en un seul but inébranlable. Elle regarda la petite vie innocente, puis l'homme qui avait causé toute cette souffrance.
Il avait nourri cette atrocité jusqu'à son terme pour se protéger. Et ce faisant, il lui avait donné la preuve finale et indéniable dont elle avait besoin pour le détruire. La guerre n'était plus seulement une question d'évasion. C'était une question d'anéantissement. La naissance du bébé, que Zara appela secrètement Espoir dans son cœur, mais dont le nom ne fut jamais prononcé à haute voix dans la maison, ne marqua pas une fin. Ce ne fut qu'une pause brutale avant que le cauchemar ne redémarre. Karima, enhardie par son succès à contrôler la situation et à isoler sa famille, ne vit pas une tragédie qu'il avait orchestrée, mais un système qui fonctionnait. Son pouvoir était absolu. Son secret était en sécurité, et donc les leçons spéciales reprirent. Aïcha, à 13 ans, était le fantôme d'une fille. Le traumatisme de l'accouchement l'avait vidée. Elle se déplaçait dans la maison comme un automate silencieux, s'occupant du bébé avec une efficacité mécanique et détachée. Il n'y avait pas de joie maternelle, seulement un sentiment engourdi de devoir poser sur un socle de honte. Quand Karima la convoquait dans sa chambre, elle y allait sans un mot, les yeux vides. Le combat était parti. Son esprit avait été brisé si complètement que la résistance était un concept qu'elle ne pouvait même plus se rappeler. Son corps ne lui appartenait plus. C'était un territoire qu'il avait conquis et continuait d'occuper. La première fois qu'il toucha Binta, Aïcha n'essaya pas de l'avertir. Qu'aurait-elle dit? Comment aurait-elle pu expliquer l'inexplicable? Elle vit la même confusion qu'elle avait autrefois ressentie briller dans les yeux de Binta, suivie de la même peur. Aïcha détourna simplement le regard, une nouvelle couche de culpabilité cimentant son silence. Elle avait échoué à se protéger elle-même, et maintenant elle échouait à protéger ses sœurs. Le poison de Karima se répandait, et il utilisait son contrôle sur Aïcha pour normaliser l'horreur pour les autres. Aïcha comprend ses devoirs, sous-entendait-il. Il est temps que tu apprennes les tiens. Au moment où Aïcha eut 15 ans, elle avait donné naissance à un deuxième enfant, un garçon. L'accouchement à domicile fut un peu moins chaotique, mais pas moins traumatisant. La routine était maintenant établie, isolement, contrôle, abus. La maison était une usine de sa perversion, et ses filles étaient les matières premières. Zara vivait dans un état d'agonie silencieuse et hurlante perpétuelle. Chaque grossesse était une nouvelle mise en accusation de son échec. Elle essaya, de manière désespérée et secrète, de soutenir ses filles. Une caresse réconfortante, une couverture supplémentaire, un bonbon caché. Mais elle était elle-même prisonnière, chacun de ses mouvements surveillés. Les menaces de Karima de la faire interner et de lui prendre les enfants étaient une épée constamment suspendue au-dessus de sa tête. Quand Kioma, la plus jeune fille, eut 9 ans, le schéma se répéta. Le cycle était maintenant une tradition familiale brutale. À ce stade, une normalisation terrible s'était installée. Les filles connaissaient le scénario. La peur était un bourdonnement constant en arrière-plan de leur vie, l'air qu'elles respiraient. Aïcha eut 17 ans. Elle avait passé presque la moitié de sa vie dans cet enfer. Pour son anniversaire, il n'y eut pas de gâteau, pas de célébration. Il n'y eut que le soin silencieux et désespéré porté à 3 petits-enfants qui l'appelaient par son prénom, car le mot « maman » était trop douloureux et compliqué pour elle. Elle était une enfant élevant des enfants, sa propre jeunesse volée et remplacée par un désespoir ancien et las. Elle regarda son propre corps dans le miroir, un corps qui avait porté 3 enfants pour son propre père. C'était une carte de son tourment, un testament d'une vie volée. La fille vibrante et pleine d'espoir de la photo de son 9e anniversaire était une étrangère pour elle maintenant, un personnage d'une histoire dont elle se souvenait à peine. À 17 ans, Aïcha ne planifiait pas d'aller à l'université ou ne rêvait pas de son avenir. Son monde était le silence oppressant de cette maison, les besoins des tout-petits qui étaient ses frères et sœurs et ses enfants, et l'ombre omniprésente de l'homme qui était son père et le père de ses enfants. Elle était enterrée vivante dans une tombe de sa fabrication, et le poids des années l'avait convaincue que ce serait tout ce qu'il y aurait jamais. La porte vers le monde extérieur s'était refermée il y avait longtemps, et elle ne se souvenait même plus à quoi ressemblait la lumière. Le jour qui suivit la confrontation concernant la première grossesse d'Aïcha, un calme étrange s'abattit sur Zara. La femme hurlante, pleurante et frénétique qu'elle avait été avait disparu. Enfermée dans une partie d'elle-même profonde et silencieuse. Extérieurement, elle devint la version la plus docile d'elle-même qui ait jamais existé. Elle arrêta de discuter. Elle arrêta de tressaillir.
Quand Karima la rabaissait, elle se contentait de hocher la tête et de dire « Tu as raison. Je ferai mieux ». Quand il exposait ses justifications tordues pour ses actes, elle l'écoutait avec une expression neutre et répondait « Je comprends ». Elle cuisinait ses plats préférés, gardait la maison impeccable, et devint un fantôme de l'épouse qu'il avait toujours voulu, une sans volonté, sans voix, sans combat. Karima, arrogant et assuré de son contrôle total, vit cela comme sa victoire ultime. Il l'avait enfin brisé complètement. Il ne soupçonna jamais que la femme qui pliait tranquillement ses chaussettes était en fait une stratège en train de planifier sa chute. Dans les moments secrets et volés de sa journée, Zara devint une espionne dans sa propre maison. Elle commença avec son téléphone prépayé bon marché. Chaque fois que la voix de Karima commençait à monter, dégoulinant de mépris et de menaces, sa main glissait dans la poche de son tablier. D'une pression subtile sur un bouton, la petite lumière rouge d'enregistrement s'allumait, invisible. Elle l'enregistra détaillant ses menaces de lui prendre les enfants, ses diatribes sur son manque de valeur, ses discussions froides et cliniques sur la gestion de la situation avec Aïcha. Chaque enregistrement était une preuve numérique stockée dans un dossier caché dans le cloud qu'il ne trouverait jamais. La partie la plus risquée fut l'appel téléphonique. Un après-midi, sous le prétexte d'emmener les enfants faire une promenade surprise, elle les conduisit dans un parc loin de leur quartier. Pendant qu'ils jouaient sur les balançoires, son cœur battant contre ses côtes, elle se glissa dans une cabine téléphonique crasseuse, son vitre sale, l'annuaire manquant. Ses doigts tremblaient alors qu'elle composait le numéro d'une ligne d'aide pour femmes battues qu'elle avait trouvée sur une brochure à la bibliothèque des semaines auparavant. La voix à l'autre bout était calme, professionnelle et gentille. Zara parla dans un murmure précipité et étouffé, donnant les détails les plus succincts. Mon mari, mes filles, inceste, enfants issus de cela. Il nous tuera s'il découvre. La femme au téléphone ne broncha pas. Elle écouta, puis commença à esquisser un plan, une évasion sûre, un endroit où aller, un mot de code à utiliser. Zara mémorisa chaque instruction, l'information ressemblant à une bouée de sauvetage lancée dans les profondeurs de noyade d'une vie. Mais la tâche la plus importante et la plus déchirante était encore à venir. Elle avait besoin d'Aïcha. Elle attendit un rare moment où Karima était à une réunion tardive et où les plus jeunes enfants dormaient. Elle trouva Aïcha dans sa chambre, regardant fixement le mur d'un air absent, les faibles bruits de ses propres enfants, les enfants de Karima, marmonnant dans leur sommeil à proximité. Zara s'assit au bord du lit, ses mouvements lents et doux. Elle ne toucha pas Aïcha d'abord. « Aïcha » commença-t-elle, sa voix douce comme une prière. « Je dois te parler. » Aïcha ne répondit pas, les yeux vides. « Je dois que tu saches quelque chose » continua Zara, sa propre voix épaisse de larmes non versées. « Ce que je t'ai dit il y a toutes ces années dans la cuisine, c'était la plus grande erreur de ma vie. J'avais tort. Terriblement, terriblement tort. » Cela suscita une lueur d'attention. Les yeux d'Aïcha bougèrent légèrement. Zara prit une profonde respiration tremblante. « Ce que ton père t'a fait, à toi, à tes sœurs, c'est le mal. C'est un crime. Et toi ?» Elle tendit enfin la main et prit la main froide et molle d'Aïcha dans la sienne. « Tu n'as rien fait, absolument rien de mal. » Les mots, si simples, si longtemps attendus, semblèrent fissurer la surface gelée de l'âme d'Aïcha. Une seule larme s'échappa et traça un chemin sur sa joue. « Maman » chuchota-t-elle, le mot semblant venir de la fille de 9 ans qu'elle avait été. « Je te crois, ma fille courageuse, courageuse, » dit Zara, ses propres larmes coulant maintenant librement. « Je crois chaque parcelle de ta douleur. Et je suis tellement désolée de t'avoir abandonnée si longtemps. Mais je suis là maintenant, et je te jure sur ma vie, je te protégerai. Je nous sortirai d'ici, tous. » Pour la première fois depuis des années, Aïcha regarda directement dans les yeux de sa mère, et une petite étincelle fragile d'espoir vacilla dans les ténèbres profondes. Elle ne parla pas, mais elle se pencha en avant, posant sa tête sur l'épaule de sa mère, et pleura des sanglots silencieux et convulsifs de soulagement et de libération. Le mur entre elles s'était enfin écroulé. Des semaines plus tard, le plan était prêt. Karima était partie pour un voyage d'affaires de 2 jours. Au moment où sa voiture disparut dans la rue, la maison explosa en une frénésie d'action silencieuse et contrôlée. Zara se déplaça avec une efficacité qu'elle ne se connaissait pas. Sous les matelas, au fond des placards,
Elle sortit les sacs qu'elle avait secrètement préparés, quelques vêtements de rechange pour chaque enfant. Le refuge avait envoyé une femme nommée Sarah, dont la présence calme était une ancre dans la tempête. Elle aida Zara à réveiller les enfants. Nous partons pour une aventure spéciale, chuchota Zara aux visages endormis et confus de Binta, Kioma et Liam. Un voyage secret de minuit. Vous devez être très, très silencieux, comme des espions. Aïcha était déjà réveillée, habillée, et tenait son plus jeune enfant. Son visage était pâle, mais marqué de détermination. Elle aida à rassembler les deux autres tout-petits, ses mouvements sûrs et rapides. La maison était sombre, éclairée seulement par la lune à travers les fenêtres. Chaque craquement du plancher sonnait comme un coup de tonnerre. Chaque paire de phares passant devant la maison les faisait tous se figer, le cœur arrêté, convaincus que c'était Karima qui revenait. Finalement, les sacs étaient près de la porte. Zara fit une dernière vérification des pièces, s'assurant qu'ils ne laissaient aucune trace de leur fuite prévue. Elle regarda le salon parfait et silencieux, la prison qui avait été sa vie pendant si longtemps, et ne ressentit rien qu'un but clair et froid. Un message texte illumina le téléphone de Zara. « Le taxi est là. 1 minute maintenant, » dit Zara doucement. Comme des ombres, ils bougèrent. Zara encadra les 4 enfants plus âgés et les 3 enfants d'Aïcha, tandis qu'Aïcha et Sarah portaient les sacs. Ils se glissèrent par la porte de derrière, à travers le portail, et dans l'allée où un taxi discret, son moteur ronronnant doucement, les attendait. Ils s'entassèrent, un enchevêtrement de membres et de peurs silencieuses. Les plus jeunes enfants, sentant la gravité du moment, restèrent tranquilles. Zara serra Liam sur ses genoux, ses bras enveloppés étroitement autour de lui. Le chauffeur de taxi, un homme briefé par le refuge, hocha simplement la tête et s'éloigna du trottoir. Il n'alluma pas la lumière intérieure. Alors que la voiture avançait dans les rues endormies, loin d'Elm Street, loin de la belle et terrible maison, Zara ne regarda en arrière qu'une fois. Elle vit la silhouette de la maison contre le ciel nocturne, une silhouette de toute sa douleur. Puis elle tourna son visage vers l'avant, vers l'autoroute sombre et inconnue, et vers la première promesse fragile de liberté qu'ils connaissaient depuis presque 2 décennies. Ils avaient disparu dans la nuit, laissant derrière eux le fantôme d'une vie. Le refuge pour femmes était un monde de lumière stérile et de portes verrouillées. Les murs étaient peints d'un beige fade et inoffensif, et l'air sentait le produit d'entretien industriel. C'était loin de la prison oppressante et luxueuse de leur maison d'Elm Street. Mais pour la première fois de sa vie, Zara sentit que les verrous étaient là pour les protéger, pas pour les enfermer. La transition fut tout sauf facile. Les enfants n'étaient plus que des coquilles d'eux-mêmes, nerveux et confus. Binta et Kioma, qui avaient vécu toute leur vie sous une couverture de peur silencieuse, se battaient maintenant l'une contre l'autre par explosion soudaine. Toute leur confusion et colère refoulée trouvant enfin une issue. Liam pleurait pour son père et ses jouets, incapable de comprendre pourquoi son monde avait été bouleversé. Aïcha se retira dans un état quasi catatonique, s'occupant mécaniquement de ses 3 enfants, mais parlant à peine, le poids de son témoignage planant sur elle. Zara, fonctionnant sur un mélange d'adrénaline pure et de férocité maternelle, passa l'appel. Elle se rendit au commissariat avec une avocate du refuge, les jambes tremblantes, mais la voix ferme alors qu'elle signalait Karima Anderson pour des années de violences conjugales, d'abus sexuels sur enfants et d'inceste. Ce qui suivit fut un marathon ardu et déshumanisant. Ils furent passés d'un détective à l'autre. Certains officiers étaient gentils et les crurent instantanément, leurs visages se durcissant d'une détermination sombre. D'autres étaient sceptiques, leurs questions teintées de doute. « Êtes-vous sûr de ne pas exagérer après un divorce difficile ?» sous-entendit l'un. « Un homme de son rang. »« Ce sont des accusations très graves, » dit un autre. Zara dut raconter son histoire et celle d'Aïcha encore et encore et encore, chaque récitation ressemblant à une nouvelle violation. Le pire fut l'entretien médico-légal pour Aïcha. Elle fut conduite dans une petite pièce avec une glace sans teint, assise avec une intervieweuse spécialement formée et douce, et on lui demanda de raconter les années d'abus avec ses propres mots. Zara regarda depuis l'autre côté de la vitre, son cœur se brisant alors que sa fille, maintenant une jeune femme, était forcée de revivre l'horreur qui avait volé son enfance. Sa voix, un monotone plat et brisé alors qu'elle décrivait les mauvais contacts et les leçons spéciales. C'était une agonie nécessaire, une collecte de preuves,
mais cela semblait qu'il sacrifiait une autre partie de l'âme d'Aïcha au système. Et Karima ne se rendit pas tranquillement. Il se battit avec toute la force de sa richesse et de sa réputation. Il engagea une équipe d'avocats chers et rusés qui peignirent un tableau dévastateur pour quiconque voudrait l'écouter. Zara était une femme instable et hystérique, aigrie et jalouse, qui dressait ses filles à porter ses accusations infâmes et fausses dans une campagne vicieuse d'aliénation parentale. Ils présentèrent des photos soigneusement sélectionnées de vacances en famille et de fêtes d'anniversaire, une galerie organisée d'une vie parfaite. Pendant un moment terrifiant, le système sembla vaciller sous le poids de ses mensonges et de son statut social. Le procès se déroula enfin. L'atmosphère était tendue, l'air épais de la gravité des accusations. Karima était assis à la table de la défense, portant un costume et une expression d'indignation blessée. Il ressemblait en tout point à l'homme respectable et lésé. Le dossier de l'accusation était solide, construit sur des dossiers médicaux et la documentation du refuge. Mais la défense l'entamait, se concentrant sur l'instabilité de Zara et le moment opportun des accusations. Puis ce fut au tour d'Aïcha de témoigner. Pour la protéger, elle fut autorisée à le faire via un lien vidéo depuis une autre pièce. Son visage, pâle et solennel, apparut sur un écran dans la salle d'audience. Elle avait maintenant 17 ans, mais elle semblait à la fois ancienne et déchirante de jeunesse. Le procureur posa ses questions avec douceur. « Aïcha, peux-tu nous dire ce que ton père a commencé à te faire après ton 9e anniversaire ?» Il y eut une longue pause. Puis Aïcha commença à parler. Sa voix était calme, mais elle portait une vérité dévastatrice et inébranlable. Elle n'utilisa pas de langage complexe ou graphique. Elle parla avec les mots simples et honnêtes de l'enfant qu'elle avait été. Elle décrivit les mauvais contacts qui rendaient ma peau sale. Elle parla des leçons secrètes et des menaces que maman partirait si je le disais. Elle raconta la terreur des accouchements à domicile, la douleur, l'isolement. Son témoignage n'était pas dramatique. Il était pire. C'était un déroulement calme et méthodique d'une enfance. La simple vérité brute de cela était plus puissante que toute rhétorique d'avocat. On pouvait sentir l'ambiance dans la salle d'audience changer. Le jury arrêta de regarder ses bloc-notes et fixa, transfixé et horrifié, l'écran. Puis l'accusation joua les enregistrements de Zara. La propre voix de Karima remplit la salle d'audience, froide, menaçante et pleine de mépris. « Tu es une femme paranoïaque et folle. Je te retirerai tes enfants. Ils seront à moi et tu ne seras rien. » Le masque de l'homme de famille respectable était brisé pour toujours. Le jury entendit le vrai Karima Anderson. L'homme sur les enregistrements était un monstre, et sa voix corrobora chaque mot douloureux que sa fille venait de prononcer. Le verdict fut rapide. Coupable sur de multiples chefs d'accusation de molestation aggravée d'enfants, inceste, viol et violence conjugale. Lors du prononcé de la peine, le juge regarda Karima avec un dégoût non déguisé, le qualifiant de « prédateur calculateur » et de « cancer pour le concept même de famille ». Il fut condamné à la prison à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle pendant des décennies. Le monstre était en cage. Le monde à l'extérieur du tribunal semblait plus lumineux, les couleurs plus vives. Le poids qui avait écrasé Lara pendant près de 2 décennies se souleva enfin. Elle pouvait respirer profondément, remplissant ses poumons d'un air libre et non souillé. La route vers la guérison était longue. Ils emménagèrent dans un petit appartement modeste, leur premier vrai foyer. Il était rempli de meubles d'occasion, et des sons de leur nouvelle vie. Il y eut des séances de thérapie, des nuits pleines de larmes, et le processus lent et douloureux d'apprendre à faire confiance à nouveau. Mais il y eut aussi des rires, timides au début, puis plus fréquents. Binta et Kioma commencèrent à se faire des amis dans leur nouvelle école. Liam commença à oublier l'ombre de son père et à redécouvrir la joie d'être un enfant. Aïcha, libérée de son tortionnaire, commença le voyage ardu de récupérer sa vie. Elle était toujours mère de 3 enfants, un fardeau qu'aucun adolescent ne devrait jamais porter. Mais elle n'était plus seule. Avec le soutien inébranlable de sa mère et la thérapie, elle commença à regarder vers l'avenir, vers la possibilité d'une éducation, d'une carrière, d'une vie définie par ses propres choix, et non par les crimes de son père. Ils n'étaient plus la famille Anderson. Ils étaient des survivants. Leur nouveau départ n'était pas une fin de conte de fées.
Les cicatrices étaient trop profondes pour cela. Mais c'était une vie construite sur le sol ferme de la vérité et de la sécurité. Une vie où la nuit n'était plus quelque chose à craindre, mais un moment de paix, une promesse silencieuse de lendemain meilleur.